Salut, salut. Ouais, salut Tredo, ça va? Salut, ça va bien, et toi? Bah ouais, ça roule. Alors, attends, je vais couper. Merde, non, faut couper la vidéo justement, parce que sinon ça va ramer vu que je fais l'émission en même temps. Ouais, tu peux couper ta vidéo s'il te plaît? Parce qu'en fait, moi ça va faire ramer l'émission sinon, je pense. D'accord, je coupe la vidéo, Ok, ça y est, merci. c'est arrêté. Ok, Je t'en ouais. prie. Donc Tradosor, comment tu définirais? T'es donc trader indépendant, tu as un blog sur lequel tu fais des analyses. J'ai vu aussi que tu fais des analyses maintenant pour CMC. Bah, je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas et qui suivent l'émission. Salut à tous. Donc effectivement, Tradosor, Trado. J'ai commencé le trading il y a 6 7 ans, tout simplement quand j'ai eu marre de perdre de l'argent en investissant n'importe comment. Je me suis rendu compte que finalement, avec l'analyse technique, on pouvait optimiser les gains, au moins réduire les pertes. Et puis surtout, ça permettait de ne pas être ballotté au gré des news, parce que finalement, sans analyse technique, on rentre toujours à contretemps. Et donc, j'ai commencé à lire des bouquins classiques, puis de plus en plus pointus. Je me qualifierais comme un amateur, mais un amateur averti. C'est pas mon premier travail, loin s'en faut. Dans la vraie vie, j'ai un emploi. Là, c'est simplement pour optimiser mes investissements, pour m'amuser un petit peu. Et puis bon, c'est une source de revenus depuis que je travaille pour Gates. Enfin, je dirais une source de revenus stable, alors qu'avant, bon, c'était encore une fois un hobby. Et je crois plus que jamais que l'analyse technique est efficace. Mais maintenant, c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'auparavant parce que les marchés sont maintenant beaucoup plus facilement manipulables avec les robots. Et ça devient plus compliqué. Mais il faut surtout s'entraîner de nombreux mois avant de se lancer. Et puis après, ça peut être porteur. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Alors, moi je peux, pour finir la parenthèse là, de la session de trading qu'il y avait juste avant que tu arrives, moi je viens de couper un short que j'avais là, je le dis pour ceux qui suivaient l'émission, sur l'euro-dollar. On est venu retester la zone de résistance oblique baissière très court terme qu'on peut voir en M5 ou en M1. Donc étant donné que mon but était de suivre la tendance, si on casse à la hausse cette zone de résistance, je préfère être en dehors du marché. J'ai pris un petit gain, donc c'est pas satisfaisant parce que mon but c'est plutôt de suivre une tendance. J'ai pris simplement 7 pips 80 sur cette position. Je suis en dehors du marché et je rentrerai peut-être de nouveau à la vente si on a une phase de rebond intéressante. Donc pour repérer les zones de rebond intéressantes, je vais utiliser les Fibonacci en prenant les plus hauts et les plus bas du mouvement précédent. Donc précisément les plus hauts qu'on avait repérés ce matin à 10h30 heure française et le plus bas qui viennent d'être marqués il y a quelques minutes. Donc là on est encore en dessous des 23.6. Donc si on va tester cette zone ou les 38.2 et qu'on a figure de retournement, j'entrerai sans doute de nouveau à la vente. Alors je reviens à toi à Trader, ce que tu me disais. Donc tu dis que donc tu crois plus que jamais en analyse technique. C'est justement un des grands débats qui animent. Il y en a qui pensent que l'analyse technique c'est du pipeau ou que c'est un peu quelque chose d'autoréalisateur, etc. Toi, simplement, tu utilises uniquement l'analyse technique ou tu complètes avec de l'analyse fondamentale? Alors, ça dépend. Si on parle d'investissement, donc des choses que je garde pour mon portefeuille, j'utiliserai bien sûr l'analyse fondamentale qui est faite par les autres, pas par moi, j'ai pas le niveau pour le faire. Et puis, si j'ai envie de rentrer quelque chose dans mon portefeuille à long terme ou de shorter à long terme quelque chose, effectivement, je vais d'abord m'appuyer sur de l'analyse fondamentale et je vais optimiser les points d'entrée avec l'analyse technique. C'est pour ça, par exemple, que j'ai commencé à investir sur l'or, sur des positions longues maintenant depuis 4 ou 5 ans, constamment, en renforçant systématiquement dès qu'il y a des consolidations avec des outils comme les Fibo, etc. Maintenant, si c'est pour faire du day trading ou du swing trading, généralement, je n'utilise pas l'analyse fondamentale parce que je considère comme beaucoup que le graphe, en fait, synthétise déjà l'information. Et en plus, l'info qu'on utilise pour faire des investissements ou pour spéculer, généralement, elle est filtrée par les institutionnels, c'est-à-dire qu'elle va être divulguer au moment où ça les arrange, généralement au moment où ils ont déjà pris position, à la vente ou à la hausse. Donc c'est vrai que c'est biaisé. Je pense que si on veut faire du fondamental, il vaut mieux se fier directement à des fonds compétents à qui on confiera son argent, et puis ils le feront mieux que nous. Maintenant, je pense que c'est pas forcément mal de combiner les deux, mais je pense que c'est biaisé. Maintenant, par rapport à l'analyse technique, je suis convaincu que, comme tu dis, on est dans le domaine des prophéties autoréalisées très 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 souvent. C'est-à-dire que
il y a un ensemble d'outils que tout le monde suit. Il faut savoir que les traders de banque, techniquement, sont plutôt très très mauvais. Ils travaillent avec une moyenne mobile à 20 séances et puis c'est à peu près tout, quoi. Et c'est vrai que plus on est gros et plus on suit ensemble un indicateur, plus il a de tendance à se réaliser. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que les indicateurs techniques trop sophistiqués, c'est pas vraiment utile, tout simplement parce que plus c'est sophistiqué, plus c'est compliqué, moins c'est suivi par un grand nombre de personnes, et moins on est dans le domaine des prophéties autoréalisées, puisque personne ne regarde ça, clairement. Ok, ok. Donc, tu dis, oui, donc les traders en banque qui utilisent des outils simples, mais donc ça veut dire que eux, en fait, leur gros avantage, c'est d'avoir l'information avant nous, c'est ça que tu sous-entends ou pas spécialement? C'est exactement ce que je sous-entends. Et puis, ils ont aussi une capacité à connaître les seuils techniques importants, où sont placés les stops, etc. Bref, ils ont une puissance de frappe qui est capable de faire le marché. Alors que nous, on est de modestes suiveurs de marché, de suiveurs de tendance, eux, ils la font. Et c'est ça qui rend l'analyse technique de plus en plus délicate. Moi, je me suis rendu compte qu'en l'espace de 6 ou 7 ans, enfin plutôt depuis 3 ans, mon trading a beaucoup évolué. Avant, j'avais des stop-loss. Alors ça, je devrais peut-être pas le dire, si certains néophytes commencent. Avant, j'avais des stop-loss qui étaient essentiellement graphiques. Par exemple, sous tel niveau, je mets mon stop loss, etc., etc. Et là, je me suis rendu compte que ça marchait de moins en moins, tout simplement parce que certains gros doigts avaient les moyens systématiquement d'aller faire sauter, d'aller chercher les stops. Et tous les traders ayant, en gros, enfin, je parle des traders amateurs comme nous, ayant la même formation, globalement, on avait tendance à mettre nos stops tous au même endroit. Et donc, c'était vraiment très facile pour les institutionnels d'aller les chercher et de récupérer à bas prix, finalement, ce que nous, on lâchait dans la panique, tous, parce que les stop-loss avaient lâché. Donc, de plus en plus, mes stops sont mentaux et de moins en moins, ils sont graphiques. Ok, ok. Pourquoi? Donc, tu nous as donné une des raisons, c'est parce que les gros ont tendance à aller chercher les ordres, mais est-ce que tu penses, justement, comme tu t'as précisé qu'on est des traders amateurs, est-ce que c'est pas un peu de la paranoïa dans le sens où on est tellement petit que c'est la masse finalement qui fait que les gros vont aller chercher tel ou tel niveau, mais le fait que toi tu le places ou pas, finalement ça change pas grand-chose. Donc, quel est l'avantage en fait de placer un stop mental et est-ce que tu penses que c'est un vrai avantage de pas laisser ton ordre apparent, sachant que, bon, je connais pas tes capitaux investis, mais je suppose que tu n'investis pas non plus des millions et des millions comme les gros, donc voilà, précision par rapport à ça. Ah je pense déjà que notre ennemi, entre guillemets, tu me dis que je suis parano, je prends ça comme un compliment dans le trading. Mais nos ennemis sont pas nécessairement les grosses banques, les gros traders. Notre ennemi, ça peut être aussi comment ça s'appelle, notre broker. Notre broker, quand la contrepartie est le broker, vous connaissez peut-être la différence entre dealing desk et no dealing desk, mais bon, pour faire simple, il y a des brokers qui sont la contrepartie des ordres qu'on prend. Autrement dit, c'est eux qu'on doit battre et eux connaissent très très bien les niveaux de stop que l'on met, d'une part parce que quand on les a rentrés dans la bécane, ils le voient, mais aussi même sans le rentrer parce qu'ils savent très très bien où les traders amateurs vont mettre leur stop. Donc c'est très facile pour eux déjà de venir faire sauter nos stops et faire sauter nos positions parce que eux sont la contrepartie de cette position que l'on prend. Donc c'est pas nécessairement les grosses banques avec les traders je sais pas moi, les Jérôme Kerviel par exemple, mais ça peut être aussi tout simplement notre cher broker. Mais alors justement, comme tu précises, là après c'est aux traders de choisir un broker sérieux, et je pense que parmi les brokers les plus sérieux, c'est pas non plus coutumier de faire ce genre de choses. Tu penses que toi, au contraire, c'est régulier qu'on ait des brokers qui rajoutent par exemple un pip ou qui enlèvent un pip de temps en temps, justement pour pas toucher un take profit ou aller chercher un stop loss. Toi, tu l'as constaté par toi-même? Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'avant, avec le broker précédent avec lequel j'étais, je donnerai pas de nom parce que tu vas avoir des problèmes, moi aussi, mais Bon, pourquoi? Moi, je pense que tu peux le donner. Normalement, il n'y a pas de problème. j'ai déjà constaté, par exemple, qu'avec un certain broker comme allez, voilà, comme IG Market,
j'avais tendance à avoir des stops qui sautaient systématiquement pour voir une action toucher un stop et remonter immédiatement. Alors que par exemple, quand on regardait la cotation en réel de l'indice ou d'une valeur, eh bien, on n'avait pas touché la valeur qui avait déclenché mon stop. Et quand on contacte le service après-vente, enfin le service technique du broker, mais c'est pas le seul, hein, on vous dit oui, mais ça l'a touché. Si elle n'avait pas touché, votre stop n'aurait pas sauté. Oui, mais c'est exactement ce que je dis. On n'aurait pas dû toucher mon stop loss. Enfin bon, bref. Du coup, entre temps, j'ai pris un autre broker. Des brokers qui n'ont aucun intérêt en fait dans les transactions. Eux prennent leur spread et puis c'est tout quoi. Mais ils sont pas contrepartie de notre ordre. Et c'est vrai que déjà ça rend le jeu plus sain quoi. Tout ça pour dire en fait que le stop loss est quelque chose de fondamental. Si vous mettez pas de stop loss, vous êtes mort. Mais je pense qu'il faut privilégier de plus en plus des stops mentaux et pas des chiffres bien ronds comme ça qui seront les mêmes pour tous. Maintenant, il faut que ce soit intégré dans le money management. Ça veut dire que comme du coup vous prenez des stops qui sont un petit peu plus larges, eh bien à capital constant, il faut réduire les positions pour que ça rentre dans le money management quoi, hein, que votre compte n'explose pas parce que vous avez eu des stops que vous pourriez pas vous permettre d'avoir quoi. Ok, ouais, je vois. Ok. Ouais, un petit mot là par rapport à IG. Bah, t'es pas du tout le premier hein, qui parle de ce type de problème, donc a priori c'est quand même un souci au niveau de ce broker. Je me rappelle notamment de Jean-Luc Hussac à un salon du trading qui avait vraiment craché sur IG Market. Enfin, on peut dire craché, c'est peut-être un mot un peu fort, mais qui avait clairement dénoncé et balancé sur IG Market. Ouais, en disant que, étant identifié comme trader gagnant sur le long terme, ces ordres avaient mis parfois jusqu'à 30 minutes à être exécutés, puisque vu que c'est la contrepartie, en fait, eux-mêmes cherchaient la contrepartie avant de l'exécuter. Donc, a priori, un manque de liquidité directe. Et également, sur le forum, on m'a précisé que souvent la nuit sur IG Market, quand les marchés actions sont fermés, qu'on va chercher, puisqu'il n'y a que les futurs qui sont ouverts, qu'on va chercher des seuils un peu bizarres qu'on ne trouve pas du tout chez les autres brokers. Donc, voilà. Après, oui, pour dire pour rejoindre, ouais, c'est au trader de faire son choix et comme tu dis, il faut mieux privilégier des brokers qui n'ont pas d'intérêt, ça rend le jeu plus sain et sûrement plus honnête et en plus ça enlève une part de paranoïa quand on sait. Bon, après c'est toujours compliqué de savoir exactement ce que fait le broker. Hein. Je sais pas s'il y a est-ce qu'il y a des brokers vraiment qui font 100% simplement la transmission d'ordre. Oui, il y en a deux, mais pareil, je sais pas si je peux vraiment les recommander ici, mais il y en a. Hein, il faut que tes auditeurs regardent les brokers qui sont no dealing desk, hein, et puis il y en a, hein, c'est assez facile à trouver. Généralement, quand ils sont no dealing desk, ils s'en vantent, hein, à juste titre. Hein. D'accord. Okay. Et quand ils le sont pas, ils le s'en vantent pas, quoi. Tu peux les citer, hein, si tu veux, il y a vraiment pas de problème. Non, mais par exemple, Best CFD, FXCM, hein, puisqu'en fait, en gros, c'est la même plateforme. Tout ça sont des no dealing desk. Hein. D'accord, ok. Et justement, je pensais à FXCM, mais le truc c'est qu'il n'y a pas longtemps, ils ont eu justement une action en justice et ils ont perdu, je crois, FXCM. Alors je sais pas exactement c'était quoi la nature, mais a priori c'était toujours le même genre d'histoire, donc c'est pour ça que je sais que FXM est connu pour être un non-dealing desk, mais a priori même les non-dealing desks les plus connus, après il s'agit souvent plutôt des gros comptes que des petits comptes, ont parfois des soucis de cet ordre, donc... Ouais, tu vois, j'étais même pas au courant. Alors par contre l'avantage qu'on a quand on va chez des gros comme ça, mais c'est aussi le cas chez IG, c'est que derrière on peut se retourner s'il y a vraiment fraude ou des choses comme ça identifiées, vu que c'est des brokers clairement régulés, on peut se retourner, et puis ne serait-ce que le fait d'ébruiter ce type d'informations peut leur faire du mal, donc en général ils n'ont pas non plus l'intérêt à trop gruger leurs clients, ils peuvent pas faire tout et n'importe quoi, mais ouais ça peut arriver en effet. Ok, donc on va continuer sur ton approche. Alors tu dis que tu privilégies l'analyse technique, quel type d'outils tu privilégies, puisqu'on sait qu'en analyse technique il y a plusieurs types d'approches, il y en a qui vont utiliser plutôt les indicateurs, il y en a qui vont utiliser, moi personnellement j'utilise pas d'indicateurs techniques, j'utilise plutôt simplement des outils qui indiquent des niveaux comme les points pivots en intraday, les rotations de Fibonacci et surtout les supports et résistances horizontaux et obliques, donc qui incluent bien sûr les niveaux de prix importants. Toi, pour ta part, c'est quoi que tu conseilles, que tu utilises en tout cas? Bon, alors déjà, tout ce qui est point pivot, Fibo, je suis d'accord pour les suivre, tout simplement parce qu'ils sont suivis par tout le monde. Et plus ils sont suivis, plus ils sont regardés, plus ils ont de sens de marché. Donc à ce niveau, je te suis totalement. Maintenant, prenons une action comme, tu parlais de l'euro-dollar, là, on va prendre l'euro-dollar.
Déjà, à titre personnel, je refuse de trader contre l'unité de temps principale. C'est un principe qui est assez connu. Bon, là, par exemple, toi, tu as gagné des sous avec ton short euro-dollar aujourd'hui. Ça, c'est typiquement le genre de choses que j'aurais pas tenté. Hein. Bon, si on peut parler un peu technique là. Tout à fait, bon, bien sûr, bien okay. sûr. Donc là, par exemple, on regarde la moyenne mobile à 20 séances en journalier. Cette moyenne mobile, elle est haussière, donc ça veut dire que déjà à la base, je n'aurais tenté aujourd'hui que des longs, tout simplement pour me mettre dans le sens de la tendance. Imaginons que je veuille faire de l'intraday comme toi. Ok, donc la première des choses à faire, c'est pour moi regarder la tendance journalière. En journalier, on est en tendance haussière, donc ça veut dire qu'en intraday, je ne tenterai que des opérations longues pour ne pas me mettre contre la tendance supérieure, en l'occurrence ici, la tendance journalière. Donc si on bascule maintenant en horaire sur mon graphe... Voilà. Est-ce que tu peux activer le partage d'écran pour qu'on puisse suivre ton graphique en même temps? Oui. Ok, alors 2 secondes. Et un petit mot par rapport à ça, je vais te laisser parce que ça sert à rien que je te coupe tout le temps, parce qu'il faut mieux que tu aies le temps d'expliquer, mais juste tu parles unité de temps principale. Pour toi, c'est le journalier, l'unité de temps principale? L'unité de temps principale, c'est l'unité sur laquelle tu vas trader. Et par exemple, ça peut être le journalier ou l'horaire ou le 5 minutes. Mais si je traite par exemple le journalier, l'unité de temps supérieure, ce sera l'hebdomadaire. Si je traite l'horaire, l'unité principale, donc c'est l'horaire, et l'unité de temps supérieure, c'est le journalier. En fait, c'est l'unité de temps juste au-dessus. D'accord, ok, je comprends bien l'idée. Ok. Ouais, tout à fait. Alors, je vais montrer avec un exemple parce que ça sera plus simple. Donc, je partage mon écran. Ok. C'est bon là, tout le monde là? Alors, voilà, c'est bon, c'est affiché. Je mets ça en plein écran. Voilà. Ok, c'est bon. Donc là, on voit, là c'est le journalier de l'euro-dollar. Donc, imaginons que j'avais une belle journée de trading devant moi. D'abord, je regarde l'unité de temps journalière. Donc, on voit qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, ici. Ça veut dire clairement que pour moi, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, on est en tendance haussière, ce qui signifie encore une fois que je ne traderai en journalier que les impulsions haussières. Maintenant, je bascule en horaire, qui sera mon unité de temps principale. Ça, c'est ma unité de temps supérieure. Donc là, voilà ce que ça donne en horaire. Donc ça veut dire que on assiste actuellement à une baisse. C'est bien parce que de toute manière, moi, j'avais prévu d'acheter. Donc idéalement, attends, je rebascule parce que je l'ai pas bien indiqué. Voilà. Donc idéalement ici, il y a 2 points d'entrée intéressants au niveau journalier. C'est acheter les perforations de la M7, acheter les contacts avec la M20. Donc niveau d'entrée numéro 1 M7, niveau d'entrée numéro 2 M20. Donc maintenant je bascule en horaire. Et voilà où j'en suis. Là pareil que toi, j'ai tendance à utiliser les Fibo ou les points pivots. Donc je vais les faire apparaître. Alors, attends, d'abord mes Fibo. Voilà où on en est. Donc sur la dernière vague de hausse. Voilà, il semble justement que l'heure précédente, celle qui s'est achevée, on a préservé les 50%, donc on a un bon point d'entrée ici. J'aurais pu acheter maintenant, ça m'aurait pas du tout gêné. Et puis, je vais couper ça avec les points pivots. Alors, les points pivots, je me rappelle plus ça. Les points pivots, ils sont déjà sur Pro Real Time. Tu sais où ils sont les points pivots sur Pro Real Time? Parce que c'est pas ça que j'utilise pour montrer. Time, je connais pas Pro Real Time. Bon, bref, je couple les Fibonacci avec les points pivots. Et les points pivots vont être des points d'entrée intéressants aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'agira bien de privilégier uniquement les achats et pas les baisses, tout simplement, pour ne pas me mettre en contradiction avec une unité de temps supérieure. Donc là encore, on a un point d'entrée qui est intéressant qui est là. On peut éventuellement mettre un ordre d'achat sur les 61,8%, etc. On peut mettre un 3e point d'achat sur éventuellement ce qui correspond ici à la M20. L'idée, c'est que j'essaie de diviser mon ordre d'achat en 3, c'est-à-dire que je rentre en 3 fois, parce qu'on ne sait pas quel sera le bon support. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on est en tendance haussière, eh bien, normalement, statistiquement, on a plus de chances de terminer au-dessus des plus bas que de finir en dessous des plus hauts. C'est encore plus clair sur une tendance fortement établie comme la M20. Vous voyez, si on avait décidé de privilégier, je prends la période qui va du 9 novembre
au 23 janvier où on était systématiquement en dessous de la M20, donc en tendance baissière, on voit bien que à peu près n'importe quand on achète, enfin quand on vend en découvert, on avait un moment où on était en plus-value, parce que tout simplement on a accompagné la M20. Donc sachant que statistiquement on a plus de chances de continuer une tendance que de l'inverser, je préfère acheter les plus bas, enfin tenter d'acheter les plus bas quand on est au-dessus d'une M20 croissante. Et bon, à partir de là, c'est tout. Okay. Après, ça dépend de l'objectif qu'on a, quoi. Alors, pardon, quelques questions par rapport à ce que tu as dit. Donc, tu privilégies les prises de position sur phase de rebond dans le sens de la tendance de fond. Oui. Après, ça va dépendre bien sûr de l'unité de temps de base. Donc là, quand tu prends en journalier, maintenant, si par exemple on prenait en journalier l'unité de base, donc l'unité supérieure, on la prenait en hebdo, au contraire, on pourrait dire qu'on a éventuellement un point d'entrée intéressant maintenant, puisqu'on serait sur les 38.2. Donc après, est-ce que toi tu serais d'accord avec est-ce que tu serais d'accord avec le fait de dire que l'analyse technique tout de même reste subjectif et qu'il n'y a pas de vérité absolue, qu'il faut que chacun trouve son point de vue et ce avec quoi il est à l'aise, ou est-ce que tu penses tout de même qu'il y a des seuils qui sont regardés par tout le monde et qu'il faut y faire attention? Je pense que plus c'est gros, plus ça marche au niveau des indicateurs. Je pense que la M20, encore une fois, la M20, les pivots et les fibos, c'est suivi par tout le monde. Tous les traders, les petits, les gros, suivent la M20. Certains me demandent pourquoi tu n'utilises pas l'exponentiel plutôt que l'arithmétique, etc. Tout simplement parce que l'exponentiel n'est suivi par quasiment personne. Et donc à partir de là, effectivement, moi je ne crois pas à la magie de l'analyse technique. Je pense pas du tout que c'est une façon de découvrir la réalité cachée des choses. Ça a peut-être été le cas avant, mais de plus en plus, avec le fait que ce soit devenu grand public et suivi par tout le monde, eh bien, on est en plein dans les prophéties autoréalisatrices. J'en suis absolument convaincu. Tout le mysticisme qu'il y avait autour de l'analyse technique, qui a pu exister à un moment, je suis sûr que c'est mort, quoi. Je suis sûr que c'est mort. Donc, pour revenir à ta question sur le journal et l'hebdo, si je devais trader à l'échelle de 2 ou 3 jours, faire un petit swing sur 2 ou 3 jours, d'abord, je vais en hebdo. Là, en hebdo, je vois qu'on est clairement en tendance baissière. Il y a eu une incursion la semaine du 24 octobre et on s'est pris une rechute directement. Donc a priori, donc on est en dessous d'une M20 baissière, donc à trader uniquement les shorts. Donc là, je bascule en journalier et je cherche les points d'entrée short. Alors là, ce qui est clair, c'est que on n'est clairement pas bon pour initier un short parce que en termes de tendance, on est en tendance haussière, donc je vois pas pourquoi je commencerai à shorter maintenant alors que on est en bonne dynamique haussière en journalier. Maintenant, si on utilise les niveaux au contraste des fibos, c'est différent. Voilà où on en est. On peut se dire éventuellement que les 38,2% vont offrir une résistance à la hausse importante. Donc si je fais un trade graphique sur les supports, les fibos, etc. Effectivement, je pourrais engager un short sur ces niveaux en espérant que les 38,2% résisteront. Si maintenant je veux engager un short plutôt technique, plutôt dynamique, j'attendrai que la tendance journalière devienne baissière, un petit peu comme ce qui s'est passé le 10, 11, 14 novembre ici. C'est-à-dire que j'attends que la tendance principale soit en phase avec la tendance supérieure, pour être toujours dans le sens de la tendance. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, très clair, ouais. Par rapport au point que tu donnais, donc par rapport au FIBO, là, est-ce que tu trades les zones de rebond directement quand elles sont atteintes ou tu attends qu'on ait des signaux de retournement pour rentrer? Si tu comprends la question. Je comprends très bien la question. On voit que tu trades. C'est une question qui est très importante. Et là, pareil, moi je me rappelle qu'il y a 4-5 ans, tu pouvais rentrer sur contact et tu étais à peu près sûr d'être bon. Le problème, c'est que maintenant, on a tendance à aller chercher un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous. Et c'est pour ça qu'il est important, je pense, surtout avec la volatilité à laquelle on assiste actuellement, de bien rentrer en 3, 4, 5 fois même, ce qui implique de trader avec des mini-lots ou des toutes petites parts de manière à avoir le droit de se louper. Là, par exemple, pour reprendre le trade que j'ai mentionné, je ne sais pas si c'est les 38,2% qui vont retenir la hausse, si c'est les 50%, les 61,8% ou s'il va... Bon bref, c'est pour ça que là je rentrerai bien un mini-lot sur les 38,2%, puis je rechargerai éventuellement le deuxième lot sur les 61,8%, et puis éventuellement un troisième lot si on va chercher
les 1,42, pourquoi pas. L'idée surtout, c'est il faut se garder de la marge de manœuvre au cas où le marché ne nous donne pas raison tout de suite. Et il faut pas essayer de faire un one shot parce qu'on a toutes les chances de. On sait absolument pas quel niveau va arrêter les cours. Ce qu'on sait, c'est qu'une tendance a plus de chances de se maintenir que de s'inverser. C'est tout ce qu'on a, nous, hein. Ouais, ok. Ok. Ben, en tout cas, ouais, idée intéressante. Le stop loss, il est fixe pour l'ensemble de tes positions ou tu places un stop loss pour chacune des positions ouvertes et idem pour le take profit. Est-ce que je suppose que tu vas pas aller chercher le même take profit par exemple sur ta première position que quand tu vas avoir exécuté 3 positions. Je suppose que tu vas également ramener le take profit plus haut dans le cas d'une position à la vente. Alors c'est là que c'est un petit peu compliqué, c'est que franchement mon trading système il est complètement discrétionnaire, hein. Là pareil, hein, pour tes auditeurs, je ne sais pas s'ils connaissent la différence entre systématique et discrétionnaire, mais j'ai vraiment tendance à agir complètement au feeling, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais j'ai de la marge de manœuvre. Là par exemple, imaginons que le marché monte jusqu'à 1,38 avant de redescendre et de me donner raison. Ça veut dire que éventuellement j'aurais pris une position acheteuse sur les 1,32,44, puis une autre sur les 1,33, et puis là on recommence à baisser à partir de là. Moi je vais partir du principe que il faut sécuriser quand même à un minimum ses gains. Donc j'aurais tendance à là, dans le cas dont je parle, sortir un contrat, par exemple, sur les 1,26 ici, et puis laisser traîner l'autre, voir comment ça réagit. Généralement, j'ai pas l'opportunité de rentrer 3 contrats, hein. Généralement, j'en rentre 2. Donc, généralement, je dois sortir en 2 fois. Un sur quelque chose qui est très classique, comme aller éventuellement faire un double bottom ici. Donc, si jamais je me plante, j'aurais pris mon profit au moins sur celui-là. Et puis, si jamais ça casse, je laisse traîner avec un autre contrat. Ok. Alors, ce que je te propose, comme le but de l'émission c'est d'être interactif, c'est de te transmettre les questions qui m'ont été posées via le chat, qui te sont destinées. Alors, attends une seconde, je vais regarder les archives. Alors, il y a pas mal de réactions. Alors, je suis heureux. Ok. Alors. La dernière fois j'avais eu, ok, et comment il a capté, je vais savoir où sont... D'accord, ok, ça on avait vu. Alors, si vous voulez, ok. Alors, il y a Nico qui commençait, alors lui il demandait carrément ta perf en 2011 en pourcent. Moi je vais faire question plus globale, c'est est-ce que tu considères que tu es un trader gagnant ou perdant depuis tes débuts sur les marchés? Déjà, depuis combien de temps tu trades en fait? En entrant, les tout débuts, hein, mais c'était pas du trading, hein. Moi, j'ai commencé à investir avec la bulle Internet, hein, donc t'imagines un peu la baffe que j'ai prise. Ouais. Mais disons, depuis que je fais du trading et pas simplement de l'investissement, je suis gagnant. Mais c'est vrai que j'ose même pas intégrer là-dedans les pertes que j'ai pu faire sur des titres comme Liberty Surf en 2001, quoi, hein. Donc, dans ma période trading, je suis gagnant, mais depuis les origines de mes investissements, oui, je dois être gagnant, mais bon, pas énormément. Mes performances, elles sont assez modestes, hein. Je pense que je dois faire en ce moment, je dois être à 2 ou 3% par mois. 2 ou 3% par mois, d'accord, ouais. Très bien. En fait, c'est excellent. Tu dis que tu es modeste, mais en réalité, c'est excellent. Si tu ramènes par an, donc ça fait. Tu sais que les plus. On a Marc Raffard qui nous disait ça, ouais, même les plus grands gestionnaires, les bons traders en salle de marché, etc., font ouais, voilà, 20-30% par an. En tout cas, c'est ce que lui nous disait. Alors, je ne sais pas si tu as des informations de ce côté-là, mais donc, a priori, tu es tout à fait dedans, donc c'est des résultats excellents. 2-3%, ça ferait tourner à 20-25%. Mais bon, il y a plusieurs choses à prendre en considération. C'est vrai que ça fait pas rêver, hein, 2-3% par an. Les gens s'imaginent qu'on est des millionnaires, etc. C'est pas du tout le cas, hein. Je pense que 2-3%, comme tu dis, effectivement, c'est à comparer avec un livret A qui te rapporte du 2% par an. C'est ça le trading, hein. Il faut vraiment que tes auditeurs, j'imagine qu'ils sont pas nécessairement néophytes, quoi, hein, mais il faut démystifier le trading, hein. Le trading, c'est prendre l'avantage grâce à des probabilités, quoi, hein. On sait que statistiquement on a tendance à faire ça. Eh bien, si on le fait 100 fois, eh bien on aura tendance à dégager sur 100 fois une plus-value. C'est tout, hein. Moi, la perte fait partie du quotidien du trader, hein.
sur, sur 10 opérations de trading, je vais en foirer, ouais, 4 ou 5, hein. Et puis c'est bien, c'est parce que tu vas gagner plus sur les opérations gagnantes que sur les opérations perdantes que tu t'en sors. Et puis, on s'en sort modestement, encore une fois, on n'aligne pas des scores de malade, hein. C'est du 2-3% par mois. Ça, c'est ce que j'ai fait en janvier, en janvier puis à février. Pour l'instant, je dois être à 0% sur février, hein, sur 10 jours, hein, à peu près, j'imagine. Oh. Tout simplement parce que, je vais te dire pourquoi, hein, parce que la tendance, je vais la prendre, je vais partager mon écran. Non, c'est pas là, c'est là. Donc en mensuel, en ce moment j'ai pas trop le temps de trader, donc c'est plutôt des positions longues que je tiens et pas de l'intraday. Donc voilà où nous en sommes en mensuel. On est en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois. Ça veut dire donc clairement qu'on est en tendance baissière. Ça veut dire que si je prends l'unité hebdomadaire, qui est l'unité sur laquelle je peux me permettre de trader actuellement parce que j'ai pas trop de temps, ça veut dire qu'il faudrait que on bascule baissier pour que je me mette en short pour être dans le sens de la tendance mensuelle. Voilà, comme on peut le voir, on est en tendance haussière en hebdomadaire, ce qui veut dire clairement que je peux pas rentrer parce que je ne vais pas prendre le risque de shorter alors qu'on est en tendance haussière. Je vais attendre plutôt que soit on vienne toucher un niveau important de FIBO, par exemple, voilà, les 3515 qui correspondent aux 61,8% de retracement de Fibonacci, ou alors si je veux la jouer dynamique, hein, je vais attendre qu'on clôture sous la moyenne mobile à 20 semaines, qu'elle devienne éventuellement baissière, donc qu'on aligne l'hebdo et le mensuel pour entrer. Donc là, sur des trucs comme ça, je peux pas intervenir. Je peux pas acheter non plus parce que si j'achète maintenant, ça veut dire que je me mettrai contre le sens du mensuel qui est contre tous mes principes. Enfin, contre l'unité de temps supérieur. Ce que je pourrais faire éventuellement, c'est faire du journalier. Mais là, encore une fois, je suis un peu short en temps. Là, la tendance hebdomadaire, elle est haussière. Donc, éventuellement, je pourrais trader en journalier dans le sens de la hausse. Là, ça m'embêterait pas, par exemple, d'acheter le contact avec la M20, avec sous prétexte que je suis dans le sens haussier en ligne avec l'hebdomadaire. C'est clair? Oui, c'est très clair. On voit exactement ce que tu veux dire. Je vais continuer à lire les questions, parce que moi aussi j'ai des questions à te poser, mais déjà je vais faire participer un peu les auditeurs, donc je continue à lire leurs questions et éventuellement je te poserai des questions si on a le temps à la fin de l'émission. Donc ça on avait vu. Voilà, ils te demandent, alors je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par là, mais où est-ce que tu prends tes infos? Alors je suppose qu'ils veulent dire d'où est-ce que tu tires toutes les connaissances que tu as actuellement. Je crois que tu l'as dit en partie, hein, à travers des livres que tu as lus et ton expérience des marchés, c'est ça? Ah oui, j'ai été lessivé 2 fois. Attends, 2 secondes, on t'entend pas là, je sais pas pourquoi. Une fois par la bulle. La bulle. Allô? C'est bon? Attends, je crois qu'il y a un petit souci de connexion. Alors je sais pas si ça vient de toi ou moi. Attends, Tu m'entends? Là, je t'entends, ouais. Ah non, non, ça recoupe. Alors attends, je vais essayer de couper des. Ça vient peut-être de moi. Je vais essayer de couper un maximum de choses. Attends. Là, c'est. En fait, le son est saccadé. Je t'entends mal. Est-ce que tu m'entends, toi? Moi, je t'entends. Ok, là, moi, c'est bon. Alors, j'espère que ça va continuer. Bon, c'est bon? Là, c'est bon. Ouais. Là, je t'entends bien, ouais. Ok, super. Ok. Donc, encore une fois, je pense que la meilleure des formations, c'est d'avoir été lessivé 1 ou 2 fois, hein, parce que ça t'apprend à garder la tête froide, ça t'apprend que t'es pas invincible, ça t'apprend que t'es peu de choses et que le marché, tu dois le suivre et pas l'anticiper, hein. Ça, c'est toujours très dangereux. Donc, j'ai été lessivé 1 fois lorsque j'ai commencé l'investissement, hein, avec la bulle Internet, hein, quand elle a éclaté. J'étais chargé en titres qui avaient trop augmenté et puis je renforçais à chaque fois que ça descendait. Et puis j'ai été lessivé quand j'ai commencé le trading aussi, hein. On connaît tout ça, hein. On a la folie des grandeurs,
on trace des canaux partout, on n'a pas de méthode. Bon là pareil, j'ai été bien lessivé quoi. Donc à partir de là, j'ai commencé à travailler un peu plus sérieusement. Je pense que il faut vraiment prendre ses responsabilités en trading, hein. On nage avec des requins. Faut pas être une sardine quoi, hein. Et l'idée c'est que il faut bosser, bouffer du graphe, lire 4, 5, 6 bouquins, trader à blanc pendant 3, 4 mois. De toute manière, tout ce, tout ce que vous passez comme temps à analyser les graphes et du temps qui à long terme et un temps qui est précieux, qui est gagné. C'est de l'argent qu'on perd pas. Et il faut pas hésiter à miser petit. Je pense qu'il faut avoir un trading qui est psychologiquement soutenable. C'est-à-dire que vous devez engager enfin c'est ma règle en tout cas, hein, parce que moi j'ai tendance à miser assez petit parce que j'ai une sensibilité à la perte qui est assez importante. J'ai horreur de perdre, et en plus quand il s'agit de l'argent. Donc c'est vrai que j'ai tendance à miser petit, beaucoup plus petit que je pourrais me permettre de perdre, tout simplement pour évacuer tout le stress lié à la perte. Moi je sais que quand je me fais sortir avec mes 3 contrats parce que j'ai été dans le mauvais sens, je vais perdre 150 euros. Bon, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas grand-chose non plus, quoi, hein. Je peux perdre 150 euros en gardant le sourire. Enfin bon, de toute façon, si tu trades et que t'as pas 150 euros à foutre à la poubelle, c'est pas la peine de trader, hein. C'est pas fait pour. Par contre, bon, c'est vrai que les gains vont être aussi assez mesurés, hein, enfin assez limités. Quand je vais avoir une position gagnante avec mes 3 contrats, je vais sortir avec 200-250 euros, je serai super content. Donc, il est très important d'avoir des mises, hein, qui correspondent à un seuil psychologique qu'on peut tolérer. Il faut surtout pas se mettre dans la zone rouge. Il faut, pour plein de raisons, hein, parce que le plus important dans la vie, c'est pas le trading, hein, c'est les amis, la famille, la santé. Et si on est en sur-régime au niveau du trading, on va finir tout seul, sans amis, sans famille, hein. Ça aussi, c'est quelque chose qui a failli m'arriver. Le problème de l'ego du trader est quelque chose qui est très souvent sous-estimé, quoi, hein. Enfin, ça, tu le sais, hein, Fabien. L'ego du trader, c'est probablement son pire ennemi. Ne pas vouloir reconnaître qu'on est dans le mauvais sens et sortir trop tard, ou penser que rien ne peut nous arriver, miser trop gros, etc. Donc il y a vraiment un travail psychologique qui est important. Et en ce sens, avoir été laminé par le marché 1 ou 2 fois, je pense que ça peut pas faire de mal, quoi, hein, pour la suite. Ok, bah merci, réponse claire et complète. Donc ça on avait vu. Pourquoi ne pas... Alors il y a Franck qui demandait pourquoi tu ne traites pas en live comme moi je le fais dans les émissions. Je pense avoir une partie de la réponse parce que toi tu es plutôt sur des positions moyen terme, donc ça n'a pas d'intérêt particulièrement de trader en live. Est-ce que tu fais du court terme et de l'intraday également, ou tu te concentres uniquement sur du moyen long terme? Bon, il y a différentes choses. Un, j'ai pas le temps de le faire. Deux, je suis pas si bon que ça, hein. Franchement, je gagne plus avec mon vrai métier qu'avec mon trading, parce que justement, comme j'ai tendance à miser petit, euh, et que mes positions durent plusieurs jours, financièrement, je pourrais pas me mettre à plein temps au trading, parce que encore une fois, ça impliquerait chez moi une dose de stress qui serait trop importante. Et puis encore une fois, moi je suis pas si bon que ça. Je pense vraiment que je suis un analyste technique sérieux. Je sais de quoi je parle. J'ai beaucoup travaillé, mais ce qui fait l'excellent trader, je ne l'ai pas, hein. Je ne l'ai pas. Alors certains ont un feeling de marché absolument incroyable. Bah, toi, par exemple, tu vois, t'as tenté un short tout à l'heure. Moi, je l'aurais jamais fait. Bon, la réalité, c'est que tu as eu raison de le tenter, hein, donc c'est bien, t'as eu un bon feeling de marché. Moi, on rentre pas du tout dans la configuration que j'ai l'habitude de trader, donc je ne trade pas. Ça implique aussi qu'il y a relativement peu d'opportunités. Parce que déjà, si tu respectes les règles que je me fixe, eh bien, tu vas te rendre compte que le champ du tradable, eh bien, il se réduit. Puis en plus, il faut trader les choses qu'on connaît bien. Moi, je trade pas n'importe quoi. Je trade seulement les choses dont je connais à peu près les réactions, parce que je sais que dans ce genre de situation, le CAC a tendance à faire ça. Dans ce genre de situation, l'or a tendance à faire ça. Donc, en gros, je travaille uniquement l'or et le CAC. Voilà, si tu respectes ton système, si je respecte mon système, j'ai pas tant d'opportunités que ça. Et comme je suis pas un trader très intuitif, voilà, je vais pas non plus me lancer là-dedans pour me faire du mal, parce que je pense pas que je serais suffisamment bon pour ça. Même si je gagne de l'argent, mais bon, je gagne pas tant que ça, hein.
Ok, ok. Oh, enfin, par contre, je te trouve vraiment trop modeste par rapport à tes résultats parce que t'as indiqué 2 à 3%, ça je suppose que c'est bien, c'est une moyenne que t'as réussi à tenir sur plusieurs années ou c'est récent? Bon, ça fait 3 ans à peu près. Oui, mais bah, après, je pense qu'il faut se rendre compte par rapport aux résultats des gros et des professionnels, c'est pas du tout des petits résultats ce que tu as. Si tu me tiens en moyenne 2 à 3% par mois, c'est vraiment très bon. Donc bon, bref, après chacun a son point de vue, mais moi d'après les échos que j'ai eu, en tout cas, c'est voilà, les très très bons traders font 30% par an, donc qui est quasiment. Ben, en fait, moi, je regarde les choses différemment. C'est que je regarde surtout en termes de pourcentage de réussite de trade, quoi. Euh, je suis en pourcentage de réussite de trade à environ, j'ai fait le calcul l'année dernière, je crois que je suis à 57% de trade gagnants. Ce qui est pas énorme, hein. Ce qui est vraiment pas énorme. Les meilleurs traders vont tourner à 65%, donc 10 points de plus. Mais après, Ce qui est pas énorme non plus, hein. Ce qui est pas énorme non plus, mais c'est quand même beaucoup plus. mais après, Je sais pas combien tu es, toi, mais bah, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est aussi les gains moyens et pertes moyennes, parce qu'en fait, simplement ce oui. pourcentage, c'est quoi? C'est à objectif aussi grand que le stop loss ou objectif plus grand que le stop loss? Non, c'est simplement les trades qui sont sortis gagnants et les trades qui sont sortis perdants. Bah ouais, bah après ça veut Donc pas ça, dire grand chose, parce qu'imagine t'as un mec qui, enfin moi par exemple, je vois j'ai un robot qui trade que la nuit sur euro livre sterling et qui va trader les rebonds. C'est un robot qui est positif sur le long terme et il a, je crois, 85% de trades gagnants, mais il est pas si positif que ça, puisque quand il prend un stop, le stop est 4 fois plus grand que le take profit. ouais, t'as raison, mais là, ce qui m'intéresse dans cette statistique, c'est de te montrer que, voilà, en tant que, je suis pas ce qu'on pourrait appeler communément un bon trader. C'est-à-dire que je sors pas j'ai pas un feeling de marché qui me permette d'avoir si je renforçais pas, par exemple, je serais à 50% enfin, je suis à 50% et donc ça me permet pas d'être, de sortir des statistiques de folie parce que justement, j'ai connu des gens qui faisaient 70%, qui avaient un feeling absolument incroyable, qui pouvaient engager des trades contre la tendance et avoir raison. Moi, je me mets pas dans cette catégorie-là, quoi. Ok, ok. Alors, autre question. Et comment ont-ils la capacité de savoir où sont nos stocks? D'accord, ça c'était tout à l'heure. Alors, euh, alors 2 secondes. Ok. Ok. Je suis heureux d'entendre que l'analyse technique est de moins en moins pertinente, disait Sans But. Hier, quand j'ai dit ça, je me suis fait repérer. Oui, l'analyse technique est de moins en moins pertinente. Tu penses que c'est pourquoi? C'est à cause de la démocratisation de... En tout cas, moins pertinente, je sais pas, mais peut-être plus dur. Est-ce que tu penses que c'est à cause de la démocratisation du trading par rapport à Internet? Donc il y a plus de bruit de marché. Est-ce que c'est également du fait du high frequency trading qui amène trop de bruit de marché, des choses comme ça? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est les robots, hein, effectivement, les robots de fréquence qui vont venir systématiquement bombarder les seuils critiques pour les faire lâcher. Et en fait, c'est la première des raisons. Et la deuxième des raisons, c'est que ben voilà, les marchés sont manipulables. Avant, je me rappelle, j'insiste, hein, quand j'ai commencé ça, un pauvre canal, ça pouvait tenir des jours et des jours. Maintenant, j'ai pris l'habitude de tracer mes canaux avec 3 points. Là, comme tu le vois sur le graphe, tu vois là, 1 point, 2 points, 3 points. Et ça me suffit pour faire un canal. Je pense qu'on va aller le chercher. À peine on l'aura cherché, il sera déjà devenu caduque, quoi. C'est-à-dire que, voilà, quand je vais prendre autre exemple. Imaginons je vais prendre un peu de recul, je vais mettre là, on revient là. Imagine que tu traces un canal comme ça. Euh, voilà, là tu as un canal qui a tenu, mais il a tenu très peu d'impact. Il a fait bon, il a tenu 1, 2, 3, 4 impacts, et puis il a explosé au 5e. Moi, je me rappelle, il y a quelques années où on restait dans les canaux très 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 longtemps. Alors c'est pour ça qu'en traçant un canal avec 3 points, parfois on a plus de chances de le voir se vérifier. Par exemple, voilà, si j'avais fait ça, imagine qu'on était là, j'aurais tracé mon canal avec 3 points. Merde, pardon. Voilà, je serais sorti là. 1, 2, 3, on vient chercher le haut du canal. Et là, c'est pareil, ce que je fais ici. Voilà,
j'ai mes 3 points, 1, 2, 3, et pour l'instant, j'ai tracé mon canal à 3 points à peu près par ici. Donc moi, je m'attends à ce qu'on aille chercher là. Et puis, à ce niveau-là, après, on n'a aucune raison de penser que le canal va tenir ou pas, j'en sais rien. Je suis à peu près sûr qu'on ira chercher 3590. Mais après, j'ai plus aucune certitude par rapport à ce canal noir, quoi. Donc c'est en ce sens que l'analyse technique me semble de moins en moins efficace. Mais ça ne veut pas dire que je considère toujours qu'elle procure un avantage décisif. Clairement, il vaut mieux avoir l'analyse technique que ne pas l'avoir. Mais il faut, un, s'adapter, et deux, eh bien, avoir une confiance plus mesurée qu'avant. Et sans ça, c'est encore pire. Hein. Sans ça, c'est encore pire. Ok, ok. Un petit mot par rapport aux canaux. Toi, tu traces systématiquement des canaux avec support parallèle à la résistance? Bon, après, je peux tracer des triangles, des choses comme ça, des biseaux, mais oui, sinon, mes canaux, c'est comme ça, quoi, hein, avec 3 points. Ok, ok. Moi, c'est simplement parce que, oui, avec 3 points, je suis d'accord, ouais, parallèle exactement, mais c'est parce que je me retrouve souvent avec des canaux, en fait, on peut pas non plus parler de biseaux, puisque c'est pas, ils se rapprochent pas assez, mais j'ai pas juste exactement des supports résistance parallèles. Toi, non, tu les traces systématiquement exactement parallèles. Oui, je pense que quand on travaille 3 points, oui. Après, effectivement, quand tu travailles sur 4, 5, 6 points de contact, ben, parfois il faut être un petit peu moins exigeant et faire des trucs à peu près parallèles. Mais quand je travaille avec 3 points comme ça, ouais, c'est assez mécanique, hein, ils sont parallèles. Ok, ok, ok. Alors, Mais j'utilise plus les fourchettes d'Andrews que les canaux, hein, de plus en plus, hein, à d'accord. titre personnel. C'est quoi l'avantage des fourchettes d'Andrew? J'en ai souvent entendu parler, j'ai regardé rapidement, j'ai jamais approfondi. C'est Ben quoi voilà, les l'avantage? fourchettes d'Andrews, ben, je trouve que ça se réalise pas mal et c'est de plus en plus suivi, donc pareil, hein. Voilà ce que ça donnerait une fourchette d'Andrews, je vais la mettre en marron. Donc tu prends 3 points, bah, celui-là comme par hasard il marche pas. Donc là où ça a marché, là par exemple, voilà. On voit que les cours évoluent dans la partie basse, puis il y a eu contact là, et puis ça a été la fin. Voilà, ça c'est une fourchette d'Andrews classique qui a fonctionné. Bon, l'avantage c'est que ça donne des points d'entrée et des stop-loss assez intéressants. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça rebondit de manière très efficace, hein, à chaque fois. Et l'idée c'est que quand on clôture en deux, normalement on clôture le trade. Si par exemple on avait clôturé, je vais en tracer une note juste pour... prenons celui-là. Donc 3 points successifs. Donc effectivement, objectif, je vais virer ça pour que ce soit plus clair. Donc là on est venu chercher... Ouais, encore des problèmes de son là, je sais pas c'est lié à quoi. Attends Trello, je t'entends moins bien là. Non, c'est bon. Non, attends, c'est pas bon là. Alors désolé. Non, on t'entend plus. Moi, est-ce que tu m'entends? Ah, vas-y, Moi, tu m'entends? non. Moi je t'entends. Ok, moi je t'entends, mais c'est saccadé quoi. On capte mal. Alors, on avait compris ce que tu avais dit à propos de la seconde fourchette d'Andrew que tu avais tracée. Bah, tout à l'heure, c'était revenu au bout d'un moment, donc j'espère que ça va revenir là. Non, je t'entends pas là. Voilà. L'idée, c'est de sortir un peu Attends, je vais essayer de te rappeler très. Attends, je te rappelle. Allô? Là, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends très bien. Ouais, c'est bizarre, hein. Bon. Ouais, bah, alors, regarde, par exemple, là, tu vois, imaginons... Bon, Alors, il faut que tu réactives le partage d'écran par contre, parce que du coup, je l'avais quand ça avait coupé. Donc... Voilà, c'est bon, tu l'as? Voilà, c'est bon. Merci, très. Voilà. Donc imaginons que j'ai tracé une fourchette d'Andrews entre ces 3 points successifs, hein, celui-là, 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 en espérant comme d'habitude, hein, qu'on aille chercher le ralliement de la médiane. Donc l'objectif était là, eh bien l'objectif il est valable tant qu'on se maintient à fourchette d'Andrews. Par exemple ici, à partir du moment où le 13 décembre on avait clôturé en dehors de la fourchette d'Andrews, c'est le stop loss. Donc ça permet aussi de donner des stop loss très très clairs à ceux qui débutent. L'objectif c'est le ralliement de la médiane.
Le stop loss, c'est la sortie. Bon, fondamentalement, c'est pas bien différent d'un canal, hein. L'idée quand tu joues un canal, effectivement, c'est de sortir si jamais tu sors du canal. Mais bon, c'est notre façon de voir les choses. Et puis très souvent, quand on sort d'une fourchette d'Andrews sans rallier la médiane, on a un objectif qui est aussi facile à déterminer, qui correspond au ralliement des deux points pivots, c'est-à-dire ceci, là, qui a été touché. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti d'une fourchette d'Andrews, on a l'objectif systématique qui est atteint. Par exemple, j'enlève ça pour plus de clarté. Voilà. Imaginons que l'on soit sorti là de la fourchette d'Andrews marron. L'objectif, normalement, vous tracez avec stop loss, objectif, et puis ça donne des objectifs en cas de maintien dans la fourchette, mais aussi en cas de sortie de la fourchette. D'accord, ok. Ouais, donc fourchette, là, quelque chose que tu utilises de plus en plus. J'utilise au moins aussi souvent que les canaux. Ok. Alors, donc ça, on avait vu. Si la T ne marche... Alors, attends. Je suis ok. Nico disait si la T marche de moins en moins, comment faire? Bah alors après là, on a eu plusieurs solutions qui ont déjà été évoquées. Alors Lolo qui disait, qui dit, ok, innover, c'est faux. La chasse au stop sur un graphe ECN en market maker, c'est gros, c'est en gros le même prix, d'accord. C'est bon pour le flux. Alors oui, il y en a certains qui pensent pas. Ouais, bref, ça va pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps. Monsieur le Forex n'est pas centralisé, les cours sont les mêmes, donc chasse au stop, j'y crois pas tout à l'heure. Tu n'es pas le seul à avoir constaté ça sur IG Market. Content de ne pas être allé chez eux. FXM fait la même chose. Des stops qui explosent sans être touchés. Alors, bah, Hermès qui demande désormais, tu es chez quel broker Trado? Alors là, actuellement, j'ai deux brokers. J'ai CMC Markets et j'ai comment il s'appelle lui, Best CFD. D'accord, ok. Satisfait des deux, je suppose. Oui, sinon je serais pas resté avec. Ouais, c'est ce que je me disais. Ok. Alors, ok, ça on avait vu. J'ai remarqué la même chose, c'est clair, trop facile pour les brokers. Ça m'est arrivé chez Active Trade, pourtant ils sont dans des lignes desk. Si, comme il dit, il veut le mandal pour ses stops, il doit rester derrière son écran alors. Alors, oui, alors par rapport à ce que tu as dit, par rapport au stop loss, tu dis que tu l'es placé de manière mentale. Donc, comment ça se passe puisque tu peux pas être derrière ton écran tout le temps, surtout que souvent c'est des positions moyen terme que tu prends. Donc, c'est quoi ça? Bah oui, bah c'est un peu le problème, c'est pour ça que je trade très souvent avec. Enfin, c'est pour ça que je trade avec des CFD, parce que ça cote jusqu'à 22 heures. Donc ça me permet de rentrer le soir après le boulot et pouvoir effectivement sortir ma position si c'est pas aller dans le sens où je voulais. Et puis encore une fois, étant donné que je mise pas très très gros, même si je m'y prends un petit peu tard pour sortir ma position, que ce soit à l'achat ou à la baisse, en nominal ça joue pas énormément, quoi. Donc voilà, il faut vraiment avoir un trading system adapté à sa vie, hein, et pas faire tourner sa vie autour de son trading system, c'est important, je crois. Ouais, moi je te rejoins là-dessus, et donc ok. Donc chez les markets, il ne faut pas mettre de stop la nuit. La dernière... Ah oui, alors c'était Lolo qui citait justement la dernière amende payée par FXM aux US. Donc comme quoi, tu vois, même les gros brokers, pourtant réputés nos dealing desks, Ah ouais, ont des tu vois, problèmes. je savais pas. C'est une publication de la NFA, hein, bah, je te mettrai le lien si tu veux. Mais donc ouais, c'est pas du Ouais. pipeau. Bah attends, je vais te le mettre tout de suite là, via Skype. Hop, attends. Et tu vois, je savais pas, hein. Ouais, non, mais ouais, bah, pour dire, ouais, c'est pour ça que c'est toujours ambigu, quoi, derrière le business des brokers. Après, il y en a qui ont des bonnes réputations sur des longues années, c'est pas pour rien. Donc, ça, aux traders aussi d'être vigilants et de pas aller chez n'importe qui, je pense. Ouais. 2001. Ah oui, l'amende a été quand même de 2 millions de dollars. Ça rigole pas. Bah pour eux, ça doit pas être très très lourd, mais ça leur fera les pieds un petit peu, quoi. Ouais. Nous, les petits traders, on est les poissons clowns dans cette mer de requins. Je dirais pas. Alors, faudrait fédérer les particuliers comme les banques, peut-être qu'on pourrait les baiser, des bébés. Bon, après, non, c'est trop compliqué, ça c'est des utopies. Hein. Ça là, seulement toi. Ils sont tout simplement. Moi, c'est le contraire, je rentre une fois. Ah oui, d'accord. Il y en a, tu vois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là où tu rentres en plusieurs fois et tu sors Bah, tu sors également en plusieurs fois, en fait, toi, c'est particulier. Il y en a qui disent que Oui. eux, ils rentrent en une fois et ils rentrent en plusieurs fois. Qu'est-ce que tu penses, toi, rapidement, de ce type d'approche? Bah, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Eric Lefort qui a fait des statistiques par rapport à ça. Non, pas des statistiques. Bon, Eric Lefort, je sais pas si vous connaissez, hein, il est connu dans le monde du trading. Il fait beaucoup de calculs, il laisse rien au hasard.
il a montré que ce qui était le plus pertinent, mathématiquement parlant, c'était de rentrer en plusieurs fois et de sortir en une seule fois. D'accord. C'est pas ce que je fais, hein. On est bien d'accord. Ouais. Parce que moi, je sors en plusieurs fois aussi parce que ça me rend malheureux de voir ma position sortir alors qu'elle continuerait à être gagnante après. Donc, à mon avis, c'est plus question de me faire plaisir parce que mathématiquement, c'est pas très logique de faire ça. Ok, ok. Et ces statistiques, elles sont disponibles en ligne ou c'est des choses qu'il avait publiées dans un livre ou c'est personnel? Alors, c'est un stage que j'avais suivi avec lui. Donc, j'ai oublié de lire ça. J'ai suivi un stage avec Eric Lefort qui est un excellent trader. Bon, c'est dommage, c'est pas donné ces stages, hein. C'est 300 ou 400 euros. Mais c'est un très bon trader. Si vous avez l'occasion d'avoir Eric Lefort qui passe dans votre coin, allez-y. C'est pas de l'argent foutu en l'air, hein. Ok, ok, ok. Soit je rentre une fois, je sors deux fois. Ok, ça on avait vu. Comme quoi, tout est possible. Alors, ouais, voilà. Alors, Sambi qui disait ok pour la MM20 et Fibo, mais la question va rester rebond ou cassure. Toi, tu as plutôt tendance à trader les rebonds d'après ce que tu as dit là, d'après ton approche. Moi, je vais rentrer quand on préserve. Par exemple, là, sur mon graphe, là, tu vois. Euh, là, euh, Là, je serais rentré sur le 23 janvier, ici, en ayant vu qu'on avait tenté de casser et qu'on avait échoué. Donc là, éventuellement, je serais rentré short et je me serais fait sortir d'ailleurs, hein. Mais si j'avais joué les niveaux et pas la dynamique, c'est-à-dire que si j'avais joué parier sur le fait que les 50% de Fibo allaient tenir et empêcher la hausse, voilà, j'aurais shorté à la fin de cette bougie-là en ayant vu qu'on avait testé la résistance et qu'on avait échoué à la passer en clôture. Et là, par contre, ça aurait fait pareil, mais j'aurais eu raison. Là, tu vois, effectivement, on a échoué de passer à la hausse le 24 octobre. Je serais rentré short là. Et là, effectivement, ça aurait été porteur. Là, ça aurait été perdant. Ok. Donc c'est en fin de bougie. En fin de bougie, si les supports ou les résistances ont été préservés après contact. Et s'ils sont cassés, par contre, tu rentres pas ou tu peux trader également sur cassure? Non, ben là, en fait, ce qui se passe dans cette configuration-là Alors, du 30 voilà, j'ai vu. janvier, j'aurais laissé. Ouais, dans cette configuration, j'ai vu, là, j'ai bien compris, c'est parce que on a échoué sur le test de ces zones de résistance. Mais si, quand on a des cassures, comme par exemple on avait une cassure, là sur ton graphe, je vois à gauche, alors je sais plus c'était le combien, c'était en août a priori. Est-ce que tu trades aussi ce type de signaux ou non? Toi, c'est uniquement les rebonds. Attends, tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Non, bah en fait, ouais, donc t'as dit les deux dernières fois, t'avais donc tradé à la vente sur échec de la cassure des zones de résistance, c'est bien ça? Non, c'est ce que j'aurais fait simplement pour illustrer. Encore une fois, ça c'est pas des trades que j'ai fait, hein. C'est simplement pour répondre à la question spécifique. Est-ce que je short sur contact ou sur refus de passer? Donc là, dans le cas échéant, enfin le cas échéant pour le 30 janvier, là où je suis, là j'aurais rentré un contrat ici et j'aurais rentré un autre contrat short, sans doute sur les 3515 correspondant aux 61,8%, puisque je rentre en plusieurs fois. Ok. Alors, par contre, simplement, en fait, ce que là, je crois, il y a un petit malentendu, c'est par rapport, je pense hein, que ce que voulait dire sans but là sur le chat, donc là, ce que tu nous présentes depuis tout à l'heure, c'est des signaux sur rebond, c'est-à-dire que tu vas prendre la tendance de fond, ensuite on va rebondir, et en fonction de ces rebonds, tu vas prendre position, mais dans le sens de la tendance initiale, là, en l'occurrence à la vente. Mais est-ce que tu prends les signaux de cassure, par exemple, quand on va les casser, des précédents plus bas significatifs ou des précédents plus hauts, donc des breakouts en fait? Non, les breakouts, je les prends pas. D'accord, ok. Donc plutôt des Non. signaux, ouais. Non, moi ce que je traîne encore une fois, hein, c'est ce que tu as dit, hein, c'est le fait que euh, a priori on se remette dans la tendance de l'unité supérieure. Ok, bah voilà, c'était voilà, la réponse précise. Alors, ensuite on avait donc... tu fais quoi quand ton cours arrive dessus hein, comme on met la MM20 sur bon ça, ok. Super intéressant Trado, te disait bébé. Si les Merci. TP vous font chier, faut pas en mettre, disait sans but. Toi, tu mets les tech profits ou pareil, les tech profits c'est également mental, je suppose que c'est mental aussi. Oui, oui, oui. Alors là, par exemple, si jamais je dois rentrer short,
J'en prendrai mon premier aux alentours du double bottom ici, et puis l'autre je laisserai traîner. Et là, franchement, ça sera très intuitif hein, à ce niveau pour la sortie du deuxième contrat. D'accord, ok. Si tu vois par exemple une configuration au chandelier qui montre une reprise ou une grosse divergence haussière, je sortirai quoi. D'accord, ok, ouais, ça c'est plutôt mon type d'approche actuellement, donc c'est pas spécialement avec succès, mais c'est ce que je suis en train de tester en ce moment. Moi, par contre, c'est pas stop loss mentaux, c'est des stop loss clairement établis. Par contre, pas de take profit, c'est-à-dire que j'essaye de choper une tendance et la laisser courir jusqu'à ce qu'elle s'essouffle en fait. Donc là, ça reprend un peu ce que tu viens de Mhm. dire. Ouais. Donc il est 16 h, t'as rempli ta mission. Merci en tout cas Tredo d'être venu une heure, c'était super intéressant et je crois que ça a plu à tout le monde. En tout cas, c'était technique et Bah, c'était. avec plaisir. Voilà, on est rentré dans les détails, donc je te propose de te faire une petite pub parce qu'on peut te retrouver sur ton blog. Donc si tu peux nous parler rapidement de ton blog, au moins donner l'adresse et je vais la partager. Oui, alors bon bah, écoute, merci. Mon blog c'est tradosor-trading.blogspot.com Je vous ai et mis l'adresse bon sur alors le encore chat une fois, écrit. ouais, merci. Alors c'est pas un site de trading à proprement parler, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur le même niveau, toi et moi. C'est un blog pédagogique hein, pour enseigner l'analyse technique qui servira ensuite aux investisseurs, aux spéculateurs, à construire leur propre trading system. Parce que je ne crois absolument pas à l'idée d'un trading system pour tous. Hein. Je m'en suis expliqué. Quoi. Je pense que les domaines psychologiques, la tolérance au risque, à la perte, l'emploi du temps, font on peut pas reproduire le modèle d'un autre. Donc moi, je donne simplement les moyens à ceux qui veulent se lancer dans le trading de construire quelque chose de logique, de solide. Mais bon, maintenant, c'est aussi pour les investisseurs qui auraient un coup de foot sur une valeur comme Alcatel, je sais pas, et bien d'optimiser le moment où ils vont acheter ou le moment où ils vont vendre. C'est pas un site de trading, c'est un site pédagogique d'analyse technique. Voilà. Ok, très bien. Voilà. On n'a pas eu le temps du tout de faire le point sur toutes les questions. Il en restait des tonnes et des tonnes, mais là, on n'a pas le temps. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Si tu veux revenir, t'es le bienvenu. On en reparlera de toute façon. Et puis, écoute, bonne continuation à toi. Et donc, on te retrouvera sur ton blog essentiellement, également chez CMC Market. Ciao, Tredo. Merci beaucoup de m'avoir invité. À très bientôt. Bonne continuation et merci de m'avoir accueilli. Ouais, Allez, au revoir à bye, tous. ciao. Voilà, donc Tredo qui est rentré en détail. Alors je sais qu'il y a beaucoup de questions auxquelles il n'a pas répondu. Enfin, lui il a répondu à tout ce que je lui ai posé. Ça c'est vraiment très franc de sa part et gentil. Par contre, il y a beaucoup de questions que vous avez posées via le chat que j'ai pas eu le temps de lui poser, mais c'est pas évident de gérer parce que à la fois je veux pas le couper tout le temps. Il faut que les gens puissent s'exprimer. Donc voilà, c'est pas évident, mais peut-être qu'il reviendra. J'essaierai de le réinviter. En tout cas, c'était très intéressant. Moi sur ce, vu de version uniquement les conférences, il est à Nice aujourd'hui. Il disait détective privé. Ok. En tout cas, il est 16 h, on a rempli notre mission. En M5, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements cet après-midi, donc après on n'a rien loupé hein, au niveau de la session de trading depuis que Tredo est arrivé. On a chopé un tout petit gain aujourd'hui, c'est pas super significatif. Là, je vais couper l'émission. Peut-être qu'en bossant en même temps, je prendrai quelques positions court terme comme je faisais hier avec objectif à 10 pips, stop loss à 20 pips en essayant d'être dans le sens de la tendance de fond et sur les phases de rebond. Ça, vous pouvez suivre en suivant les résultats du compte, en cliquant sur le lien, en allant dans la partie résultats, donc suivi des résultats sur videobourse.fr. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, bon trade, c'est le week-end. Ce week-end, j'essaierai de publier au moins une vidéo d'analyse. Et puis, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures en live. Ok, ciao!